Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du week-end de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Et avec nous ce dimanche, et si c'était elle qui serait capable de réussir l'impossible, à savoir réunir les différentes familles d'une gauche éclatée que certains disent même irréconciliable. Elle porte en tout cas une ligne d'ouverture de la gauche, des écologistes et de la société civile. Une stratégie dont on pourra voir les résultats en juin aux prochaines élections régionales où elle est candidate. Et ce sera peut-être une sorte de stress test, pour reprendre le vocabulaire des banquiers, un stress test avant la présidentielle de 2022. Une heure avec elle, en tout cas, pour revenir sur les grands enjeux politiques du moment, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et bien sûr sociales, le débat qui s'enflamme à l'Assemblée nationale autour du projet de loi sur le séparatisme, et elle nous dira comment créer du commun alors que nous sommes toujours plongés dans l'incertitude et à part les uns par rapport aux autres. La députée La France Insoumise, Clémentine Autain, est notre invitée jusqu'à 13h. Pour réintervenir, le hashtag QuestionPol ou l'application mobile France Inter. France Inter. Question politique. Ali Badou. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Ali Badou. Merci d'être avec nous ce dimanche pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à tous. Et Karine Bécard de France Inter. Et votre chat Nathalie aussi, celui que vous avez dans la gorge. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Attention, vous êtes minoritaire en Tocom. Vous avez intérêt à bien vous tenir. Moi, cette saison. Et Karine Bécard saison de des chats. France Inter. Exactement, dans la Salut tout le gorge. Karine qui a préparé votre portrait Clémentine Autain et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Un deuxième chat, pardon, celui qui est dans ma gorge à moi. Et je pose la question en souriant, mais on va y revenir sur le fond. Comment peut-on être insoumis aujourd'hui, Clémentine Autain ? Comment peut-on être insoumis alors qu'on est en plein état d'urgence sanitaire, qu'il faut respecter les règles, les mesures contraignantes parfois, les distances physiques, l'insoumission quand on est obligé de respecter les règles? À quoi ça ressemble ? J'ai envie de dire plus que jamais, dans la période que nous traversons, il y a besoin d'être insoumis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour moi en tout cas, ça veut dire garder son esprit critique, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et à partir de là, imaginer ce fameux monde d'après. Alors je sais que l'expression est très galvaudée, elle nous fatigue presque, parce qu'on d'abord on voit pas très bien à quoi ressemble cet horizon, on se sent en grande difficulté pour se projeter, ce qui me paraît une des plus grosses difficultés du moment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans, et on a besoin précisément d'analyser ce qui nous arrive, de comprendre ce qui dysfonctionne pour repartir, non pas comme avant, mais autrement. Mais en attendant, l'insoumis respecte les règles. Écoutez, on respecte les règles, oui, les règles barrières, les règles. Mais vous voyez bien le moment difficile dans lequel on est, c'est que la question que vous posez, elle renvoie à ce mouvement de désobéissance civile qui est de plus en plus grand, de défiance à l'égard des institutions et qui nous pose problème à toutes et tous. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de crise majeure. C'est-à-dire que vous ne l'appuyez pas, ce mouvement Fressos. de désobéissance civile ? Mais ça dépend pourquoi. Il arrive qu'il y ait des actions de désobéissance civile. De par l'histoire, vous savez très bien, je pense immédiatement quand je pense... Mais oui, mais je vous donne un exemple historique qui, moi, me parle. Quand Rosa Parks se met à un moment donné dans un bus à un endroit qui lui est interdit parce qu'elle est noire, c'est de la désobéissance civile qui a du sens. Mais on parle de la ségrégation raciale et de l'apartheid aux États-Unis. Moi, je vous parle d'un restaurateur, par exemple, qui décide d'ouvrir son restaurant alors qu'il n'en a pas le droit. Il porte une colère à ce moment-là sur le choix. Oui, du gouvernement, vous n'êtes pas clair. Sur le choix du gouvernement. Vous le soutenez ou vous dites non, dans les conditions actuelles et pour qu'on s'en sorte le plus vite possible, il faut respecter les règles. C'est-à-dire qu'on peut interroger les règles. Et c'est tout le sujet Bien sûr. Et la raison pour laquelle je suis ici. C'est-à-dire que quand le gouvernement fait le choix de laisser, dès le premier confinement, ouvert les galeries commerçantes des grands groupes, les centres commerciaux, mais par contre de fermer les cinémas, les musées, les théâtres, c'est un choix que l'on peut contester. Que l'on doit contester, parce que c'est qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui doit être préservé, qu'est-ce qui est efficace aussi pour lutter contre le Covid-19 et en même temps de protéger nos vies. Parce que si la vie devient, et on le voit maintenant au bout d'1 an, n'a de sens que de préserver la vie, mais c'est une vie dans laquelle on n'est pas vivante, comme si on n'était qu'un être organique ou alors un homo economicus qui doit faire métro, boulot, dodo. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne Donc vous soutenez le restaurateur qui ouvre ?
En tout cas, je ne l'accable pas. Je n'accable pas le restaurateur qui ouvre, mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution. La bonne solution, c'est d'avoir un débat démocratique qui nous permette d'avoir du consentement aux règles qui sont imposées. Alors justement, Nathalie le Saint-Cric, gouvernement a Karen finalement fait le choix, ou plutôt Emmanuel Macron, de ne pas reconfiner, en disant que reconfiner, ça aurait été finalement la solution de facilité. Est-ce que vous partagez vous êtes d'accord avec ce choix, ou est-ce que vous trouvez que le risque est trop grand ? Clémentine Autain. Justement, au nom de ce que vous dites, c'est une vie qui ressemble à une vie. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on s'installe dans la durée vis-à-vis de cette crise sanitaire. Ça fait 1 an, on ne voit pas exactement le bout, alors pour des raisons qu'il faut analyser, sur tous les manquements du gouvernement. La séquence des masques a été ratée, le fiasco des tests ensuite, et puis aujourd'hui, l'inorganisation totale vis-à-vis du vaccin. Et nous payons 30 ans de politique publique, de destruction de l'hôpital, je rappelle quand même, 100 000 lits en quelques décennies, de perdus. Et depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il ne vous a pas échappé, Nathalie Saint-Cric, que nous avions eu plus de 7 400 lits en moins, et que ça continue, puisqu'à l'heure où je vous parle, rien qu'en Île-de-France, il y a 2 endroits où il va y avoir des restructurations avec des centaines de lits en moins, 1 milliard de moins pour l'hôpital public. Bon, c'est quand même un vrai problème. On paye ça et on paye pour ce qui relève du vaccin. Non, mais je fallait dire... de la santé, il y a quand même eu de l'argent qui a été réinjecté. D'abord, il y a eu un Ségur de la santé, comme elle dit. Fallait-il reconfiner de façon préventive, ou fallait-il donner sa chance à la liberté, à l'espoir, aux Français et à la responsabilité? Ma question est simple. La décision d'Emmanuel Macron, ça a été d'attendre et d'essayer d'espérer que ça s'arrange. Oui, mais vous comprenez bien qu'on prend à chaque fois des décisions, quand on est mis devant le fait accompli, des étapes précédentes qui ont été ratées. Donc je vous parle de l'hôpital, on parlera sans doute tout à l'heure de Sanofi et des problèmes de vaccins. On va Mais y ça, venir. c'est sur le constat. Là, c'est pas un sur les constat. décisions immédiates. C'est-à-dire, est-ce que vous dites merci Emmanuel Macron de ne pas nous avoir reconfinés la semaine dernière? Oui ou non? Oui, je pense que c'est mieux aujourd'hui de ne pas être confiné. C'est ça la réponse. Mais ça ne fait pas une solution. Ça ne fait pas une solution. Et si on doit être reconfiné, ou si, parce qu'on voit quand même que les épidémiologistes sont assez inquiets, est-ce qu'il faut un débat au Parlement? Et qu'est-ce que vous direz à ce moment-là? Clémentine Autain. Merci. Bonne question. Donc, on ne On attend la reconfine pas réponse. dans le moment, mais il faut des gestes barrières et des politiques publiques qui Elles sont permettent là. de nous protéger. Aujourd'hui, on nous parle comme si on était des enfants. Il n'y a plus d'instance démocratique. C'est ce fameux Conseil de guerre qui décide, avec d'ailleurs tout un vocabulaire qui ne concerne pas que le Conseil de guerre. Quand on a raté, testé, tracé, isolé, dans le tracé, on nous parlait de brigade. De brigade, c'est-à-dire de surveillance généralisée. Je pense que la surveillance et l'autoritarisme ne permettent pas de nous aider dans ce moment de crise. Je suis même frappée par la discipline des Français à l'égard des règles. Le couvre-feu est globalement très respecté. Donc en fait, les vous gens vous sont dites tout extrêmement faire prudents. pour éviter le reconfinement, c'est ça? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus qui n'est pas fait aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on a besoin de démocratie et de prendre en considération l'avis des citoyennes et des citoyens plutôt que d'imposer. Or, le gouvernement n'organise pas cette participation citoyenne aux manières de se protéger collectivement, respect des règles barrières, etc. Première chose. Deuxième, désaccord sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Et ça dure depuis le premier confinement. Et moi, je ne décolère pas, mais vraiment, je ne décolère pas du choix du gouvernement qui est au fond quoi? De dire, ce qui est le plus important, c'est la compétitivité. C'est ça. Il faut ne pas perdre sur le terrain de la compétitivité. Et qu'importe que nos vies ne ressemblent plus à rien, que les gens craquent, qu'il y ait en Seine-Saint-Denis 150% de recours à des antidépresseurs de plus qu'en temps normal. C'est ça la réalité, qu'on ait des étudiants qui sont de zoom en zoom complètement perdus. Un étudiant sur 6, vous ne comprenez pas, Nathalie? Le choix de la compétitivité, je ne vois pas le rapport. Enfin, Ben je vois pas le rapport. Les étudiants, on les a mis chez eux, c'est triste. C'est même épouvantable, ils sont dépressifs, pour éviter qu'ils se contaminent. Je veux dire, c'est pas une histoire de compétitivité. Personne ne gagne rien à ce choix. Le choix qui a été fait, je reviens sur ce que j'ai dit, quand je dis qu'on a laissé travailler pendant pas mal de temps quand même, des grands centres commerciaux, d'accord, qu'on nous explique qu'à partir de 18h, c'est fini, une fois qu'on a travaillé, on rentre, il n'y a plus du tout de vie, qu'on ferme des musées alors qu'on ouvre la salle Drouot.
Vous comprenez bien que ça, ce sont des choix. Qui sont des choix qui, en fait, recherchent à maintenir l'économie dans le cadre actuel néolibéral de compétitivité avant de s'interroger sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Mais là, vous êtes dans la critique systématique et on peut l'entendre. Simplement, est-ce que vous voulez bien prendre la position inverse et donc nous dessiner comment est-ce qu'il faudrait organiser aujourd'hui le pays ? Alors, je recommence. Il me semble avoir dit un certain nombre de choses. Voilà. Déjà, je pense que le gouvernement nous met dans le mur avec ses choix au long cours, néolibéraux, et son incapacité à organiser. Parce que non seulement... Est-ce que ça veut dire concrètement que vous ouvrez les salles de spectacle et vous fermez les commerces ? Voilà. Pas les commerces de proximité. Les commerces de proximité ont pris très très fort. Tout le tissu, tout ce qui permet d'avoir du lien, ce qui permet de faire vivre des territoires aussi, la vitalité des territoires, c'est ce qui a été en premier attaqué pendant que Carrefour, Auchan étaient ouverts. Oui, ça me met en colère. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on peut s'entasser ? Malgré tout, la grande surface, on en a besoin. Je vais être très concrète. Pourquoi est-ce que l'autre jour, je n'ai pas pris un bus, je ne suis pas montée dedans, il était blindé, les gens étaient les uns sur les autres. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas aller au cinéma avec une personne sur deux sur des sièges. Ça, c'est un choix qui vous paraît cohérent. Donc on rouvre les cinémas, on rouvre les salles de culture, toutes les salles de culture ? Oui, je pense qu'on peut rouvrir en respectant les gestes barrières et les règles sanitaires. Mais pour le faire, il faut impliquer la population qui est responsable. Ce ne sont pas des enfants. Donc, ce n'est pas simplement de la surveillance, c'est que la mise sous tutelle de nos libertés dans ce moment-là est quelque chose de grave et qui n'est pas toujours efficace pour lutter contre la contamination. Donc, je le redis, il faut... sinon, on est dans un régime autoritaire, voilà, complètement, et on surveille absolument tout le monde, et on est sûr qu'il n'y a plus personne qui est contaminé. Ça, c'est pas possible. Et ça n'est pas souhaitable. Donc, si vous enlevez ça, vous vous dites qu'il y a des systèmes de roulement qui peuvent être imaginés. Vous dites qu'il y a aussi des choix dans qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je termine juste sur la culture, parce que ça me met terriblement en colère, et sur l'éducation. C'est qu'est-ce que vous croyez que dans un moment pareil, plus de réunions publiques, politiques, syndicales, associatives, on ne peut plus parler dans cet endroit-là, plus de capacité de partager du sensible, de l'esprit critique par l'accès à la culture, plus possible. Et vous pensez qu'on va finir dans quel état ? C'est quoi cette société ? C'est quoi l'intention qui est derrière, d'après vous ? C'est quelque chose de délibéré ou c'est de l'incompétence ? Justement, c'est les deux. Ou de la peur, ça peut être de la peur aussi, éventuellement. Ou un principe de précaution poussé à l'extrême. C'est les deux. C'est-à-dire que les choix dont je vous parlais et avec lesquels je suis en désaccord. Regardez Sanofi. Non, mais je veux dire, Sanofi, ça fait 30 ans que ça dure, cette histoire. Qu'il y a eu une volonté délibérée des gouvernements successifs de démolir la possibilité d'avoir c'est une entreprise une privée industrie qui a fait une année 2020 magnifique du point de vue de ses résultats. 340% de plus de bénéfices chez Sanofi. Et dans le même temps, vous avez 4 milliards reversés aux actionnaires, voilà, et 1700 postes menacés. Le 28 janvier, on nous a expliqué qu'il y en avait 400 quasiment qui étaient déjà terminés. Comment voulez-vous que les Français comprennent quelque chose ? Donc on a dépecé, cassé, démantelé la possibilité d'une industrie pharmaceutique qui arrive d'ailleurs à une humiliation totale de la France, puisque nous sommes les derniers de peloton, même les Russes dont on attend rigoler. C'est une entreprise privée, le Delta peut rien faire. Ça serait une entreprise publique, on serait Nathalie aurait le plan ou un certain nombre d'organisations. Vous avez raison, vous me demandez ce que je propose. Je propose qu'il y ait un pôle public du médicament. Et je vais vous dire mieux que ça, Nathalie Saint-Cric. C'est qu'aujourd'hui, le choix, c'est quoi ? Est-ce qu'on veut un système de santé et de soins efficace ou est-ce qu'on pense que la priorité, c'est la satisfaction des actionnaires ? Voilà. Qu'est-ce qui est préférable ? Ce qui est préférable, c'est d'avoir un système de santé qui marche, d'avoir des médicaments génériques qui puissent être correctement produits, et y compris en France, que nous soyons capables de produire le vaccin là où on a laminé la recherche publique. Donc ça, c'est un choix de société. C'est un choix de société, le gouvernement ne le fait pas. Mais sur l'incompétence, je réponds à Nathalie Saint-Cric, donc ça, c'est choix politique et incompétence. Et c'est ça qui est fou, c'est que chemin faisant, on se rend compte qu'en prime d'une politique qui est absolument détestable parce qu'elle est liberticide et parce qu'elle est néolibérale, en plus, on a des incompétents. C'est la Startup Nation qui ne sait pas organiser, planifier, faire en sorte que nous ayons en temps et en heure ce qu'il faut. Il faut des chaînes de production. Je trouvais que vous y arriviez mieux que ceux qui, depuis un an, se débattent avec la crise. Parce qu'on voit quand même que c'est un enjeu mondial et qu'on n'est pas si mal placé non plus dans la lutte contre le virus. Donc, attention. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a qu'à Faucon et que c'est facile.
face à la pandémie. Je ne dis absolument pas ça. Question Vraiment, Clémentine non, Autain. mais soyons clairs. Bien pas sûr. ça. C'est pas vrai. C'est difficile. C'est difficile. Mais il est faux de dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il est faux de dire que le gouvernement n'a pas pris ses distances avec une culture d'État. La culture d'État, on a l'impression que l'État ne Mais sait justement, plus Clémentine planifier Autain, c'est la et question, organiser. vous avez employé 3 fois le mot depuis le début de l'émission, le mot de néolibéralisme, de politique néolibérale. Est-ce que véritablement ce mot a un sens dans la période que nous vivons ? Je ne parle pas éventuellement des débuts du quinquennat, mais je parle de la séquence que nous vivons, avec un État-providence qui n'a jamais été aussi fort, avec des milliards d'euros investis pour soutenir à la fois l'économie, aider socialement tous les Français, ou en tout cas le plus grand nombre de Français, à traverser la crise. On est loin du néolibéralisme, Clémentine Autain. J'entends ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, dans la période de crise, on se rend compte que tout ce qui permet... on a besoin en fait de la sécurité sociale. Alors, je ne parle pas simplement de la sécurité sociale pour notre santé, La mais de protection sécurisation, sociale. de protection sociale et d'aide de la puissance publique. Donc là, dans l'urgence absolue, on s'en rend compte. Mais quand vous regardez le détail de ce qui est fait, je ne vois rien d'une réorientation des logiques Mais où est le économiques. néolibéralisme Ben, le néolibéralisme, il est qu'on a... en ce moment? En ce moment, quand par exemple au dernier budget que nous avons voté à l'Assemblée, pas nous, qui a été voté à l'Assemblée nationale, vous voyez des milliards déversés aux grandes entreprises sans aucune contrepartie sociale et environnementale, ça pour moi, c'est une logique néolibérale. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'État stratège qui est capable justement d'investir là où ça fait sens. Donc il ne faut pas aider par exemple Air France, il ne faudrait pas aider Renault, il ne faudrait pas aider PSA. Ça dépend comment on les aide. Vous prenez un exemple qui m'est cher en plus. Vous savez, je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay, donc la zone aéroportuaire de Roissy, je vois bien ce que c'est. Et quand je vous dis qu'on est dans une logique néolibérale, je le vois de près dans les choix qui sont faits. Les premiers qui ont pris cher, c'est tous ceux qui sont en CDD, en intérim. Donc nous, on s'est toujours battu pour qu'il y ait une sécurisation des parcours professionnels. Les premiers virés à Roissy, c'est ceux-là. Et ensuite, c'est les boîtes dans la boîte. C'est-à-dire que les entreprises comme Air France, ADP et d'autres, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent les aides publiques, en particulier chômage partiel ou les aides carrément tout à fait données, pour dégager davantage de bénéfices, profiter d'effets d'aubaine pour licencier, et je ne vois pas de réorientation stratégique voulue par l'État. Qu'est-ce qu'on fait de Roissy ? Si on voulait réorienter, vous avez parlé Karine du pôle Descartes. santé tout à l'heure, dans quel secteur d'avenir est-ce qu'il faudrait investir dès maintenant pour réorganiser cette économie de demain ? Déjà, dans le système Clémentine de Autain. santé, ça me paraît Voilà, ça, être vous une l'avez dit. évidence. Voilà. Mais excusez-moi, on continue. Je vous parlais des 2 exemples en Essonne. Et là, ce matin, il y avait une mobilisation puisqu'il va y avoir un nouvel hôpital à Saint-Ouen qui regroupe Bichat et Beaujon. Et à la clé, plusieurs centaines de lits en moins. Ça, c'est concret. Vous me dites, on n'est plus dans des logiques néolibérales, mais c'est la même chose. C'est cette idée de restructuration, qu'on va être plus efficace. Non, au final, on est moins efficace. Et si demain, il y a une crise sanitaire supplémentaire, on n'est pas en capacité de la... Mais quels vous voyez sont ce que je vos veux dire ? choix économiques pour demain ? Alors, en On termes investit d'investissement, dans quel secteur ? d'abord, ce qui est clé, le secteur de la santé, des soins, du lien, ce qui permet de faire vivre le droit à la ville. On parlait tout à l'heure des commerces de proximité. Je pense que c'est plus important que de continuer dans ces grands complexes commerciaux qui ne sont pas Vous leur avez soutenables consacré Ils sont d'un un point de livre vue. à gauche en Aujourd'hui, sortant ça de va pas l'hypermarché. durer. Ça va pas durer. Ces grands centres commerciaux et la transition écologiste indispensable. Et là, c'est un gisier d'emplois considérable, mais ça suppose de repenser le sens à faire société. Nathalie En Saint-Cricq. attendant, quel est votre jugement sur la stratégie vaccinale du gouvernement et notamment le fait d'être passé par les institutions et la Commission européenne pour avoir des commandes groupées et qui soient distribuées dans chaque pays au prorata du nombre d'habitants? Vous trouvez que c'est un échec, comme tout le monde le dit, parce qu'on est en retard, ou au contraire, c'est ce qu'il va aller faire? Écoutez, on est en retard et c'est un échec, oui, je le crois, et je pense que même à l'échelle européenne, les choses n'ont pas été correctement négociées, parce qu'il y a une certaine soumission organisée depuis très longtemps à l'égard des grands groupes. Voilà. On n'est pas capable, par exemple, les chaînes de production. Non, ça, Nathalie vous pouvez pas Saint-Cricq, dire ça. les chaînes de production, on n'est pas capable de les mettre en place. Les brevets, on n'est pas capable de les avoir
très rapidement toutes ces licences. Mais est-ce que On vous n'est pas pensez que capable si de on le avait faire. négocié tout seul, la France, on aurait été... Non, je ne crois pas simplement que la France doit négocier seule. Moi, je suis pas dans l'idée que la bonne idée géniale, c'est toujours le repli du simple protectionnisme dans le cadre national. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je pense, c'est que la façon dont on est organisé à l'échelle européenne nous pose problème parce que nous sommes toujours dans l'idée que le laisser-faire Non. au privé Quand on va a bien perdu fonctionner. du temps à Nathalie l'échelon Sacré, européen, contrairement aux Anglais, aux Américains, parce qu'on a exigé qu'il y ait une responsabilité des C'est pas fabricants simplement de ça. vaccins dans le cas d'effets secondaires, alors que ça n'a pas été fait. D'accord. dans On le ne cas s'est des pas pays fait avoir anglo-saxons. sur la Donc 6e c'est- dose. Nathalie Sinclair, Non, on ne attendez, s'est pas fait je ne avoir vous sur parle pas de la sur la 6e dose avec Je vous dis Pfizer. que la Sérieusement. négociation des contrats a traîné parce que nous avons exigé une responsabilité des labos en cas d'effets secondaires, alors que les États-Unis et les Anglais se sont assis dessus. Là, au moins, c'est pas le laisser faire, laisser passer, le néolibéralisme. Clémentine Autain. Écoutez, sur le laisser-faire global, je pense qu'il est grand, d'autant que je redis, on ne sait pas faire avancer les choses correctement en termes de licence pour pouvoir aussi organiser les chaînes de production, utiliser Sanofi et dire voilà, demain on réquisitionne et vous faites. Vous le faites. On y- réquisitionne. les chaînes de production, on les met Ça en va être mouvement. fait en partir Comme de ce qu'on juillet. avait demandé au premier confinement pour aller faire les masques, pour aller faire toutes les bouteilles et tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien respirer. Tout ce matériel-là, souvenez-vous de Luxfer, qui était une entreprise qui pouvait se mettre au service concrètement de la production. Le gouvernement n'est pas capable de dire on réquisitionne et on y va. Là, il n'a pas quémande. réquisitionné. Françoise Visiblement, il y a Ressos. 4 usines qui vont fonctionner en France qui feront la sous-traitance de vaccins. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir La mainmise. réponse non à ce que vous dites? Au fond, vous dénoncez sur le confinement en disant on est totalitaire, et là vous dites il fallait réquisitionner. Eh Ah ben non, oui. là on y arrive par le dialogue, c'est peut-être mieux, non? Eh bien non. Vous Clémentine voyez, Autain. je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que le néolibéralisme, il est organisé avec deux parties. Il y a une partie qui est l'idée que le privé va bien faire, que finalement le capitalisme financiarisé va finir par répondre à nos Mais besoins. on a quand même eu en un an un vaccin contre la Covid, ce qui est quand même c'est une avancée aussi. Et vous partiez du principe qu'on ne l'aurait pas eu si tout cela relevait de la recherche privée, On n'en sait rien. publique plus On exactement. n'en sait rien, mais en tout cas, là, dans le cadre libéral, Alors, on dans n'en le sait cadre rien. libéral mondial, on a réussi Et vous- à produire un certain nombre de vaccins. Et vous trouvez correct qu'il y ait cette grande concurrence et des profits si importants? Combien de marge? Ça, je ne le juge pas. Moi, je dis le sur la juge. production. Eh bien, Madame Fresso, c'est la différence. 25 à 30% de marge sur le vaccin Pfizer. Vous trouvez ça normal? Cet argent, il serait pas mieux dans le bien commun Mais aujourd'hui? si c'est un moteur On à la attend- recherche, et si c'est Bon, pour ça que ça réussit. Karine Becker. Eh ben, vous peut avez pas être raison. dans un Est-ce que système le moteur, totalement administré. C'est la vraie question de société, Nathalie Saint-Cric. Est-ce que le moteur de l'argent est le seul moteur pour faire J'ai pas tourner dit les que c'était le seul, sociétés? j'ai pas dit que c'était bien. Je me Karine Vous Becker. dites qu'il marche, je conteste ça. Je En pense qu'il ne attendant, marche Clémentine pas. Autain. Je pense qu'il ne marche pas aujourd'hui parce qu'il nous fait perdre le sens de la vie et parce qu'il fait dégager des profits de plus en plus faramineux qui sont accaparés par un tout petit noyau. Et le rapport d'Oxfam de la semaine dernière était éclairant. Pendant la crise, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris. Donc je pense que ce système ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait moteur pour ne pas basculer dans un régime autoritaire? Et je me bats contre tout régime autoritaire en tout domaine, mais je pense quand même que les règles économiques permettent justement d'éviter l'autoritarisme aussi des marchés. Donc il faut avancer vers là et associer ça à des libertés publiques plus grandes qui aujourd'hui sont menacées. Donc là, quel est le moteur? Eh bien, le moteur, il doit être la recherche de biens communs, de partage d'intelligence, de pouvoir, de savoir, de sensible. Il doit être autre chose que simplement gagner de l'argent. Et j'entends que gagner de l'argent est un moteur aujourd'hui qui fait tourner la société. Je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux, beaucoup plus juste et qu'on en a besoin au lendemain de cette crise qui nous bouscule toutes et tous. En Karine Becker, attendant, encore une question un- sur le dossier. Voilà, encore un petit mot sur le vaccin. En attendant, est-ce que diplomatiquement, on peut accepter de valider les vaccins chinois, par exemple? Est-ce qu'il faut recourir à ces vaccins-là s'il nous en manque et s'il faut aller plus vite? Alors, écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des choses qui soient mieux organisées sur le plan mondial aussi, parce qu'il y a une espèce de course entre les uns et les autres qui cherchent beaucoup à dégager des marges, des profits. Et des zones Donc d'influence. après, si on n'en a pas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le produire en France, mais ça, en règle générale. Moi, je me satisfais pas que, par exemple, le Doliprane, demain, on envisage maintenant qu'il ne puisse même plus être produit en France. Et on sait que ça pose des problèmes, parce que dès qu'on a une crise sanitaire, si on n'est pas capable de le faire au plus près, ça pose toute une série de sujets, sans parler des conséquences environnementales. Donc tout ça est mal organisé. Alors une fois que c'est mal organisé, qu'est-ce qu'on fait dans la situation de pénurie? C'est la question que vous posez. Je note que le vaccin anglais est produit en France. En France. Vous voyez, donc tout ça est un peu sans sens. Et vous avez vu que le On va vaccin parler russe, français. dont on a beaucoup ri,
Hein, Spoutnik. Oui, mais Bon, c'est la même Paris. question. Finalement, C'est la même question. Bon, Est-ce finalement. que diplomatiquement, est-ce que géostratégiquement, on peut effectivement recourir au vaccin russe et au vaccin chinois? Non, mais je ne suis pas forcément contre le fait qu'on, d'un point de vue géostratégique, qu'on puisse de temps en temps recourir aux autres. Mais l'humiliation subie par la France et son incapacité à produire lui-même un vaccin est le fruit de choix politiques depuis 30 ans. Je le dis et je le redis. Et ça, c'est inadmissible. Donc, j'ai vu ce matin dans le JDD la secrétaire d'État à l'industrie nous expliquer que ça y est, c'était Agnès reparti. Pannier-Runacher. À la bonne heure. À la bonne heure. Sauf qu'elle est sur une logique d'offre. Elle mise sur l'offre, là encore sans beaucoup de contraintes, et nous le verrons dans le cadre concret de ce qui va être proposé dans les législations ou à l'occasion du budget. Et là, je crois que l'État n'est pas un État stratège. Et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est un État stratège, mais pas au service des logiques d'hier, au service de choses qui peuvent nous aider pour demain. Et là, je pense en particulier à la transition sociale et écologiste nécessaire de notre modèle de développement. 12h30 et la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, est notre invitée ce dimanche. France Inter, Ali Badou, question politique. Votre portrait, Clémentine Autain, il est signé Karine Bécard. Vous semblez cultiver votre singularité, Clémentine Autain, dans un savant mélange de mandats politiques, d'engagement intellectuel et militant et de responsabilité journalistique. Avec une ligne directrice, rester à la gauche de la gauche, jamais vous n'en avez dévié. C'est vrai que jamais vos convictions n'ont varié. Les mêmes, au fond, que celles de votre père, le chanteur Yvan Dantin, qui fréquentait, et du coup vous avec, toute la gauche radicale de son époque, de la Ligue révolutionnaire d'Alain Krivine à l'ancien ministre communiste Jacques Ralite. Vous avez eu, en somme, Clémentine Autain, une vie de bohème, certes pas toujours commode, et de réflexion politique. Mais cela ne vous a pas empêché d'aller toute petite sur les plateaux télé pour répondre à Michel Drucker, assez éloigné de votre sphère gauchiste. Comment t'appelles-tu? Clémentine. Dire, tu peux faire un gros plan de la petite Clémentine? Regarde bien, regardez-la bien celle-là. Celle-là, un jour elle sera grande, on en reparlera, croyez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche. Alors père, chanteur donc, mère, actrice, Dominique Laffin qui est partie trop vite, et vous, Clémentine Autain, qui choisissez pour commencer le combat féministe. Un non-choix, en réalité, parce que vous avez été violée, comme vous l'avez révélé, comme vous l'avez raconté, et c'est ce qui vous a poussé à vous engager. Mixité, c'est l'association que vous avez fondée. À partir de là, tout s'est accéléré. On vous découvre jeune, Clémentine Autain, vous avez 24 ans seulement, sacrément télégénique et intellectuellement structurée. Résultat, pendant 3 ans, toute la gauche tente de vous attirer, tente de vous récupérer, et vous dites oui à Bertrand Delanoë quand il s'attaque à la mairie de Paris. Souvent, on me pose cette question, est-ce qu'on vous utilise pas un peu? Est-ce que les partis, du fait que vous êtes jeune, femme, issue du mouvement social, est-ce qu'on vous utilise pas pour la campagne? Mais à l'inverse, j'ai 27 ans, je suis tête de liste dans un arrondissement, je peux exprimer mes idées de façon évidente. Je pense que c'est une chance pour moi d'abord. C'était il y a exactement 20 ans. En tout cas, adjointe à la jeunesse à la mairie de Paris, vous l'êtes restée 7 ans. Vous avez préféré ensuite vous faire élire à Sevran, en Seine-Saint-Denis, le temps d'un seul mandat également. Et puis, entre-temps, vous êtes devenue députée. Autrement dit, conseillère régionale, vous avez dû abandonner. Vous donnez l'impression, Clémentine Autain, d'avoir besoin de bouger, de vous agiter, bref, d'avoir du mal à vous fixer. Vous n'êtes d'ailleurs ni communiste, ni vraiment insoumise. Et avec Jean-Luc Mélenchon, votre patron à l'Assemblée, vous entretenez, comment dire, une distante proximité. Donc il a, comme tout le monde, sa bonne dose de paranoïa qui fait qu'effectivement, il se protège et que ça peut se transformer dans des allures de méchanceté. Enfin, vaut mieux être dans sa famille qu'en face, ça, je pense. Pourtant, ça ne vous empêche pas de le critiquer, plutôt vertement, sur sa ligne politique en particulier. Du coup, vous, Clémentine Autain, qui continuez à vous rêver candidate rassembleuse de toute la gauche, vous apparaissez surtout aujourd'hui, politiquement parlant, assez isolée. Réaction, commentaire, Clémentine Autain? Sur la chute, peut-être après, dans le détail des choses, pas forcément envie de commenter, mais j'aime pas le mot agitation, si disons. Je ne me crois pas agitée. J'ai fait des choix politiques, je bouge, c'est-à-dire je fais des choses. J'ai été élue à Paris, j'ai souhaité, pour des raisons personnelles et politiques, aller en Seine-Saint-Denis, où je vis depuis une dizaine d'années. J'y suis élue, j'ai pas l'impression que c'est une grande agitation. J'ai l'impression que c'est un parcours qui a sa cohérence, et d'ailleurs, vous l'avez dit, sur le fond politique, qui ne varie pas des masses. Et je ne me crois pas
isolée parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, de militants, se retrouvent aussi dans ce moment de chamboulement à gauche. De chamboulement, la gauche est éclatée, Clémentine Autain. Justement, c'est la différence par rapport au moment où vous êtes engagée et où vous pouviez justement, avec votre itinéraire politique, votre sensibilité politique, travailler avec Bertrand Delanoë. Aujourd'hui, ce type d'alliance paraît beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de penser que vous pourriez réunir l'ensemble des familles de la gauche et des insoumis aux écologistes, en s'ouvrant à la société civile en Ile-de-France, puisque vous êtes candidate au régional? Oui, d'abord, je pense que pour des élections locales, c'est toujours plus facile, à l'heure où nous parlons, d'avoir des alliances entre toutes les formations qui se réclament de la gauche et des écologistes. C'est plus facile. Et vous noterez que je suis la seule à avoir dit clairement pour l'élection régionale d'Île-de-France que si je suis en tête à gauche, je mettrai toute mon énergie pour que nous arrivions à une liste commune avec celle emmenée par Julien Bayou et Audrey Pulvar. Ni l'un ni l'autre n'ont à ce jour fait la même proposition. Or, je pense que dans le moment où nous sommes, où il y a 3 listes, il faut donner de l'espoir à un électeur de gauche. 3 listes à gauche, il faut donner de l'espoir. L'espoir que nous pouvons l'emporter au second tour face à Valérie Pécresse. Et je pense qu'il y a des bases de contenu pour une élection régionale suffisamment forte pour que nous y arrivions. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche et cela ne me paraît pas incompatible avec ma volonté de faire grandir une gauche de transformation en profondeur avec les propositions et le profil qui est le nôtre. Françoise Fressoz. Ça, c'est votre volonté et peut-être ça se produira en Ile-de-France. Mais au niveau national, on voit une gauche qui pèse 30% à peu près, toutes composantes confondues, et une gauche dont une partie n'a pas envie de composer avec l'autre. Beaucoup disent OK pour une candidature écologique et sociale, mais pas avec Mélenchon. Et au fond, est-ce que c'est pas aussi ça qui est figé aujourd'hui? C'est de gauche irréductible qu'avait théorisé d'ailleurs Manuel Valls. Clémentine Autain. En tout cas, il y a une difficulté, oui, entre 2 orientations à gauche, ça c'est l'évidence, et on l'a vu d'ailleurs dans un sondage. Mais difficulté, c'est un euphémisme par rapport à ce que disait Françoise Fressoz. Au fond, à un moment, Mélenchon a dit « Moi, je suis plus de gauche, je suis populiste, je fais autre chose, je suis sur une autre trajectoire. » Et on a l'impression que cette évolution-là fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas rattraper les morceaux, qu'au fond, ce sont 2 gauches qui ne se parlent plus, qui n'ont pas la même conception, peut-être même de la République. Ça, on ira peut-être après sur les valeurs républicaines. Mais voilà. Donc, comment vous analysez cette situation et cette difficulté? Écoutez, on n'a effectivement pas du tout la même analyse. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui a fait d'ailleurs qu'un certain nombre de gens de gauche n'ont plus utilisé le mot gauche, c'est parce qu'il y a eu 5 ans un gouvernement de gauche emmené par le Parti socialiste, avec François Hollande, qui a mené une politique qui, chaque année qui a passé, a ressemblé de plus en plus à une politique de droite. C'est d'abord là le problème. Donc vous voyez à chaque fois que le problème de l'union à gauche serait un problème Mélenchon. Moi, je vous dis que le premier problème à gauche aujourd'hui est le problème du dernier bilan de ceux et celles qui ont gouverné et qui ont mis la gauche dans la nasse, à tel point que François Hollande n'a pas été en capacité de se présenter et que le candidat socialiste a écopé de 6%. Ça, c'est le problème. L'effondrement du Parti socialiste pèse de tout son poids sur le total gauche que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est le problème majeur. Donc ma conviction, c'est qu'on ne va pas reconstruire un projet de gauche à partir de propositions à l'eau tiède. Voilà, c'est ça que je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, je pense, dans ce pays. Que même si, comme Karine l'a fait tout à l'heure, on vous a présenté comme quelqu'un qui était un peu plus mutant, c'est-à-dire qu'il pouvait se rapprocher du PC. Je suis mutant, comme le virus. De bouger au sens... Non, on dit variant. Non, pas de variant. Est-ce que la troisième candidature de Jean-Luc Mélenchon est pour vous de toute façon une espèce de tableau de la loi, on ne peut pas y en changer? Chez nos confrères ce matin, Yannick Jadot disait il y a quand même de la place pour une gauche entre Macron et Mélenchon. Une gauche qui pourrait être avec les socialistes, avec les écologistes. Vous êtes pour toujours collé à Jean-Luc Mélenchon? Moi, je suis, pour un moment, en tout cas, collée à une gauche qui... Non, mais vous savez bien qu'il y a un problème d'incarnation. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, c'est une présidentielle et ça va venir bientôt. Écoutez, 2 choses, je vais vous dire. D'abord, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est un fait politique qui est installé dans le paysage politique. C'est une donnée. Il est candidat. C'est une donnée. Il est candidat. Voilà. C'est pas à l'usure. Enfin, il y a un moment donné, on peut considérer qu'il y a un meilleur candidat. Bien sûr, il a de la légitimité au regard des 2 dernières présidentielles. Première chose. Deuxième élément que je vous dis ce matin,
c'est que moi, je suis candidate de rassemblement avec les insoumis, les communistes et au-delà d'ailleurs, puisqu'il y a des personnalités issues du mouvement social qui nous rejoignent et comme on dit, de la société civile. Donc je veux mener cette liste en Île-de-France de large rassemblement. Et vous savez que les communistes, aujourd'hui, n'ont pas dit qu'ils étaient favorables à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce matin, ce midi même plus exactement, c'est pas moi qui vais vous dire pour 2022 la présidentielle exactement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant où je vous parle, parce que je veux être garante du rassemblement en Île-de-France et ne pas brûler les étapes. Mais les régionales seront un bon bilan d'étape, en tout cas, et une bonne manière de juger si votre stratégie est possible pour l'échéance la plus importante, à savoir la présidentielle et 2022. Bien sûr que ça va peser dans les rapports de force à l'intérieur de la gauche. Voilà. Mais ce n'est pas la question de la candidature en tant que telle qui se joue. C'est la question du profil général. C'est la question du profil politique. Et de la méthode. Et Anne Hidalgo, une primaire qui est ouverte à tout le monde. Il faut bien quand même s'organiser. Oui. Enfin, oui, bien sûr qu'il faut s'organiser. Mais Madame Saint-Cric, vous savez comme moi que dans l'histoire, à chaque fois que la gauche a gagné la présidentielle, elle n'est pas partie avec une candidature commune. C'était pas le cas en 81, pas le cas en 88, pas le cas en 2017. Une fois les partis très rassemblés, c'est en 1974. Et d'ailleurs, elle n'a pas gagné. Mais donc, ce qui est intéressant, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pour le rassemblement. Je suis pour le rassemblement le plus large possible, mais sur des bases politiques qui nous permettent d'être cohérents, d'être forts, d'être pour un changement radical, c'est-à-dire qui prennent à la racine les problèmes. Et vous voyez bien qu'avec Anne Hidalgo, il y a quand même toute une série de problèmes. Elle a elle-même un problème avec Europe Écologie Les Verts. On ne peut pas dire que pour une candidate de rassemblement, elle ait fait les gestes formidables. Elle explique qu'une partie de la gauche ne respecte pas la République ou serait ambiguë avec la République. On a trouvé mieux comme candidature de rassemblement à gauche. Oui, mais ce qui est intéressant quand on vous entend, c'est clairement vous incarnez la candidate rassembleuse, vous avez envie de vous présenter comme telle. Or, Jean-Luc Mélenchon, depuis 2012, refuse tout accord, refuse toute union, refuse tout rassemblement. Est-ce que c'est lui, finalement, qui fait perdre le camp de la gauche depuis 2012 ? Écoutez, c'est celui qui a fait le meilleur score en 2017. Et quand vous testez... ça ne fait pas gagner. Alors, certes, on n'a pas gagné, mais c'est celui qui a fait le score le plus élevé en 2017. Et quand on teste tous les candidats de gauche sur une hypothèse de rassemblement, c'est celui qui est le plus haut. Donc je veux bien que ce soit celui qui divise le plus, mais comprenez que là, pour l'instant, on parle un peu sur je ne sais pas quoi, en l'air. Donc faisons attention à ce que nous disons. Je crois qu'il faut que pour l'instant, ce qui aussi importe, c'est de comprendre ce qui se joue à gauche comme besoin de reconstruction, de refondation. On est dans ce moment-là. Et donc il faut se parler franchement. Sur le rassemblement, ce n'est pas le choix des Jean-Luc Mélenchon. Mais même moi, je discute, je suis pour les passerelles. Pour les passerelles avec le Parti Socialiste, avec Europe Écologie Les Verts. J'ai participé, j'ai, avec mon amie Elsa Fossillon, initié le Big Bang dans la gauche sociale et écologiste. Je cherche ces passerelles. Oui. Mais je vois aussi... Donc vous êtes isolé quand même au sein de la France Insoumise en voulant rassembler alors que je ne me sens pas aujourd'hui isolée. Et je vous dis même que ce que je vous ai dit sur la régionale en Île-de-France, ça n'est pas que mon point de vue, c'est le point de vue des Insoumis et des communistes qui sont engagés dans cette campagne. Le message est passé. Françoise Fressoz. La gauche a gagné en France quand elle avait l'électorat populaire. Or, l'électorat populaire, aujourd'hui, il est beaucoup chez Marine Le Pen, qui, au fond, ne l'a pas perdu depuis la dernière élection. Comment est-ce que vous espérez le reconquérir ? Et est-ce qu'au fond, c'est un objectif pour vous ? Bien sûr que c'est un objectif, bien sûr. Se disputer l'électorat populaire avec l'extrême droite, c'est même, je dirais, un objectif majeur, central pour nous. Qu'est-ce que c'est que la gauche si elle n'a pas l'adhésion, si elle ne crée pas la dynamique populaire ? Et c'est d'ailleurs, puisqu'on revient à nos enjeux pour 2017, c'est ça le défi pour nous. Or, moi, je ne crois pas que si on manque de clarté sur les politiques que nous allons mener, je reprends encore ce terme, contre le néolibéralisme, pour les libertés résolument, pour une transition écologiste qui n'est pas comme celle de Jadot, où il est capable, Yannick Jadot, de signer des tribunes avec des grands patrons, L'Oréal, etc., pour expliquer qu'on va faire du greenwashing. Je ne crois pas à cette écologie-là. Donc, une nouvelle République, une sixième République... c'est quand même mal parti, le rassemblement. Eh ben, je suis mais vous voulez dire que les deux personnes que vous avez attaquées depuis ce matin, c'est Hidalgo et Yannick Jadot. Et que c'était pas un peu contre-intuitif, mais c'est tout. Pourquoi c'est contre-intuitif ?
Parce qu'on peut s'imaginer qu'en fait, globalement, il y a une famille de gauche qui s'attaque plutôt ou à Emmanuel Macron ou à la droite. Mais j'ai pas de... Vous ne m'avez pas entendu peut-être m'attaquer à Emmanuel Macron et à la droite, peut-être depuis tout à l'heure. Vous me posez des questions. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette façon de prendre les choses. Je suis opposée à Emmanuel Macron. Je me bats contre l'extrême droite. Je vais être face à Pécresse en Île-de-France. Ça, c'est très clair. Voilà. Après, vous ne cessez de nous poser des questions. Vous ne cessez de nous poser des questions sur l'union de la gauche. Je vous donne des réponses là-dessus. C'est pas moi qui attaque Anne Hidalgo. D'ailleurs, il me semble que Anne Hidalgo nous a attaqués avant qu'on ait prononcé la moindre chose à son sujet. Donc, moi, je ne suis pas dans une logique d'attaque. Mais par contre, il faut se dire les choses sur le fond politique. Est-ce qu'on peut avoir ce débat-là, honnêtement, sereinement? Et j'ai été dans des cadres, notamment l'année dernière, où il y a eu pas mal de discussions dans tous les sens, avec toutes les formations de gauche. Et il y a une aspiration au rassemblement dans le peuple de gauche. Et je le partage. Simplement, je dis que ce rassemblement, il faut voir ce qu'il porte. Et si le curseur est un curseur qui nous ramène à ce qui a été fait au pouvoir pendant la dernière législature, en particulier sous Hollande, je dis que nous irons au chaos. Voilà. Donc, permettez qu'on ait cette discussion. Permettez qu'on ait cette discussion. Et ce n'est pas une attaque, c'est pas pour attaquer. Je suis pas dans cet état d'esprit. Ce n'est pas une histoire d'attaque, c'est une histoire de cohérence, de conviction politique. Et pour parler au monde populaire, aujourd'hui, croyez-moi, il faut avoir fait un vrai aggiornamento par rapport aux années de pouvoir de la gauche, qui n'est pas celle que j'ai représentée, que je représente, mais de celle qui a incarné la gauche au pouvoir. C'est un sujet, et c'est un sujet pour tout le monde. Et je prends comme de bon augure qu'Olivier Faure, et à plusieurs reprises d'ailleurs, dit qu'il fallait faire cet aggiornamento, mais maintenant, il faut passer aux actes. Alors, il y a les actes et puis il y a les débats qui s'enflamment à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée Clémentine Autain et l'Assemblée examine débat de ce projet de loi sur le séparatisme. J'emploie l'expression que porte celui qui soutient ce projet de loi, à savoir le ministre de l'Intérieur, qui continue à l'appeler projet de loi séparatisme. Nathalie Saint-Cric. Est-ce que vous considérez, comme Jean-Luc Mélenchon, que ce texte non seulement ne sert à rien, mais en plus peut être dangereux et peut fracturer la société française ? Complètement. Et pourquoi ? Je pense d'abord que c'est une loi fourre-tout. Vous avez vu qu'il y a une centaine de sujets qui sont abordés. Au début, ça devait être une loi contre le séparatisme. Puis on est arrivé à une loi confortant les principes républicains. On ne comprend plus rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Centaines de sujets, 51 articles. Et il y en a qui sont en effet inutiles. Prenons des exemples dont on a beaucoup parlé, sur la polygamie, les certificats de virginité. Attendez, la polygamie, le fait qu'on puisse ne pas donner de papier à quelqu'un s'il est polygame, vous trouvez que c'est quelque chose qui sert strictement à rien, ou il n'y a aucune justification ? Je pense que ce n'est pas la bonne manière de prendre le sujet. Autre élément qui est dans la loi, on ne comprend pas ce que ça fait là, c'est-à-dire qu'on va légiférer sur l'école à la maison. Il y a des petites filles des petites filles qui ne sont pas scolarisées, et ça partait de la volonté. Mais vous savez, ça n'a rien à voir, ça n'a pas toujours, même majoritairement, pas grand-chose à voir avec le point de départ de cette loi, qui est la lutte contre l'islam radical et le terrorisme islamique. Donc voilà, c'est-à-dire que je veux dire qu'on est dans un débat totalement fourre-tout, et qui est en revanche, et c'est là où ça devient dangereux, l'occasion d'ouvrir la boîte de Pandore pour des idées qui stigmatisent et qui chassent les musulmans. Il y a en tout cas les députés qui font leur travail. Il y a des amendements. Clémentine Autain, il y a eu des amendements, par exemple, ces derniers jours, et des amendements notamment portés par la droite pour interdire le voile à l'université, par exemple. Ça n'arrête pas. Est-ce que vous y êtes défavorable, et pourquoi ? Écoutez, vous vous rendez compte, moi j'ai commencé à militer il y a un peu plus de 20 ans, il y avait déjà ce débat-là. Est-ce que vous trouvez qu'en 20 ans... Interdire le voile à l'université ? Exactement. C'est une des premières polémiques que j'ai vécues en tant que militante syndicale dans mon université à Paris 8. Donc, vous voyez, ça remonte, ça fait 20 ans. Être-ce que vous avez l'impression qu'en 20 ans, où la question du voile est devenue au cœur du débat public, d'ailleurs, dans la loi, depuis le début, la semaine de discussion, 267 fois le mot voile. La droite se régale. On a même réussi à faire revenir à l'Assemblée nationale des députés d'extrême droite qu'on ne voit sur rien et qui, là, viennent se délecter en faisant l'obsession contre les musulmans et sur le voile. C'est ça l'état du débat aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux. C'est parce que ça nous amène et ça nous tire vers l'agenda qui est l'agenda de l'extrême droite. Il n'y a pas de problème avec le financement des associations. Alors, je vous réponds, Madame Saint-Cric. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes et ils ne seront pas... Je vais vous dire quels sont les problèmes. La lutte contre le terrorisme islamique, même le Premier ministre a dit que si cette loi avait été adoptée plus tôt, il ne peut pas dire qu'un seul attentat aurait été empêché. Alors si on veut parler du terrorisme, et moi je suis pour le mettre à l'ordre du jour, le terrorisme islamique, je vais vous dire les questions que moi je me pose et qu'il faut régler. D'abord, c'est les moyens humains.
dans le renseignement, pour être capable de suivre, de tracer, de pister. Ça, parce qu'il y a les lois pour arrêter. Mais il n'y a pas les moyens. Regardez Samuel Paty, Pharos. Vous savez, Pharos pour justement regarder la haine en ligne. 25 personnes qui sont là. Donc parlons de ça. Parlons aussi Et là, il y a un de tous article ces ministres. pour soutenir et pour contrôler et pour soutenir les Bien professeurs sûr, ou les gens du bien, service public bien, qui bien. pourraient... Soutenir. C'est pas une loi cadre avec des moyens. Ce n'est pas une loi cadre avec des moyens. Est-ce que vous trouvez cohérent, quand on veut lutter contre le terrorisme islamique, d'aller prendre le thé avec des hauts dignitaires saoudiens et que sais-je? Est-ce que vous trouvez correct? À quoi pensez-vous? Écoutez, plein de photos. Depuis combien de temps? Manuel Valls, vous en parliez tout à l'heure. Combien l'ont fait? Sous Sarkozy, sous Hollande, sous Emmanuel Macron. L'attitude du gouvernement français, par exemple, vis-à-vis des Kurdes, pour ne pas déranger Erdogan. Vous ne trouvez pas que c'est infiniment plus grave que de savoir si les femmes en burkini vont pouvoir aller dans les piscines? Est-ce que vous ne pensez pas que là, si on veut lutter contre le terrorisme islamique, le cœur du sujet, il est là? Mais ça n'empêche pas les deux. Hein. Ça n'empêche pas, Il y a mais une époque vous où la entendez France parler? insoumise était laïque. Il y a une époque. Oui, Vous entendez ce que vous dites? Plus engagé sur la laïcité. Vous avez écouté les Clémentine débats, Autain. Madame Saint-Cric? Vous avez trouvé plus laïque que la France insoumise dans les propositions autour de l'Assemblée nationale, dans le débat sur l'Assemblée nationale? Notamment sur le voile. C'est pas le sujet. Mais parce que c'est Avançons. votre obsession, j'entends Ah, c'est bien. pas mon obsession. Le Enfin, en concordat. l'occurrence, le sujet Le est concordat, posé, ça vous dans intéresse, vous l'Assemblée. qui êtes laïque? Oui, attendez. Alors, qu'en pensez-vous, Madame Saint-Cric? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez, face à face. est-ce que vous ne pensez pas Non, que restons dans le les cadre d'un dialogue 60 millions que nous dépensons chaque année pour payer des prêtres avec le système du D'accord. concordat, vous trouvez Ok. que ça ne pose pas un problème avec la laïcité? Non, vous pensez que le plus important, c'est le voile? Non, l'objet, Pas c'est du pas le tout. débat. Le débat le plus important, c'est celui qui se joue dans l'hémicycle, en l'occurrence, entre les députés. Eh bien, je ne sais pas. Bon, Et Françoise figurez-vous que je ne Fresson. sais pas parce que je C'est vrai pense que c'est-à-dire Vous êtes que je pense que député, cette loi... l'essentiel du débat, c'est vous qui la portez. Ce sont aux députés d'écrire la loi. Oui, mais ce n'est pas notre choix d'agenda que de dire que dans le moment où on a une crise sanitaire, une crise sociale de grande ampleur, que ce qu'on va faire, c'est pendant 15 jours discuter de sujets divers dans tous les sens, qui n'ont ni queue ni tête, et qui est l'objet d'une surenchère de la droite et de l'extrême droite, où ils finissent par raconter, y compris n'importe quoi. Oui, mais enfin, ça Françoise relève Fresson. de la liberté de débat que vous en fait revendiquiez en début d'émission. Donc, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, le gouvernement dit qu'il a assis sa loi contre le séparatisme à partir d'examens de terrain. C'est-à-dire qu'il a été dans plusieurs quartiers et, par exemple, sur la question de la À la bonne scolarité, il a dit on a agi là parce qu'on s'est aperçu que dans les quartiers en voie de radicalisation, les fillettes avaient tendance à quitter l'école, à être dans le bon. Donc, visiblement, vous n'avez pas le même constat que le gouvernement. Et c'est ça qui m'interpelle, moi. C'est-à-dire, au fond, vous dites, la question, elle est au niveau international ou Pas elle est au seulement. niveau... Et Des qu'il moyens. n'y a rien sur le terrain qui fasse qu'il n'y ait pas de tendance séparatiste. Et c'est là-dessus que je voulais vous interpeller. Je vous remercie. Écoutez, Clémentine Autain. je le redis, je suis élue de Sevran, de Villepinte et de Tremblay. Et donc, c'est une question que je ne découvre pas. Voyez-vous, pour la fermeture de la mosquée des radars, j'ai fait partie de celles et ceux qui bataillaient à un moment donné où il n'y avait pas grand monde que ça intéressait. Et je vais vous parler justement de concret. Prenez la famille de Quentin Roy. Quentin Roy, c'est un jeune qui n'est pas issu d'une famille arabo-musulmane du tout et qui s'est radicalisé à l'adolescence et qui est parti faire le djihad. Bon. Vous lisez le témoignage de ses parents. Ses parents, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent qu'ils ont vu et qu'ils n'ont eu aucune aide quand le phénomène sectaire d'embrigadement s'est enclenché. Donc moi, ce que je crie, et je ne sais pas comment le dire plus fort, c'est que si nous n'avons pas dans le maillage humain de terrain des moyens qui se développent pour accompagner les familles qui connaissent un proche, un enfant. communiste à l'époque où... Mais là, on ne demande pas à ce que ce soit le Parti communiste qui le fasse, on demande à ce que ce soit la puissance publique. Donc, quand on voit dans les quartiers populaires, mais c'est pas que de là. Mais hein, les vous en quartiers avez... où vous êtes élus, justement, c'est ça qui est intéressant. Et Françoise a raison au C'est sens où ce ce que maillage, beaucoup cette disent, présence c'est-à-dire que des c'est à partir de- associations. c'est Elle est l'affaiblissement du démantelée. Parti communiste Elle est démantelée. qui aussi a Ah non, mais conduit c'est au fond- extraordinaire, mais ce sont les services publics en premier qui sont partis. Alors j'entends bien que la présence politique, c'est important, mais là, ce dont il est question, c'est de services publics. Des cas concrets, dans un quartier populaire, vous avez une association qui peut-être, d'ailleurs, a des liens.
Vous ne le savez pas, c'est pas toujours simple d'ailleurs de le savoir, bon, des liens qui vous paraissent un peu étranges, des comportements, on se dit tiens, est-ce que là il n'y a pas de l'intégrisme religieux, et que c'est la seule association qui est capable d'ouvrir un local avec des ordinateurs et de faire des cours du soir parce que la puissance publique est absente et a reculé, eh bien moi je dis que ça c'est un scandale et que ça c'est un problème qui devrait être au cœur de la loi. Or la loi, elle débat sans arrêt de mesures plus répressives et elle met le cœur du débat sur le voile qui pour moi n'est pas le cœur du sujet par rapport à elle donne aux élus locaux, au fond, la possibilité de mieux contrôler. Non, c'est pas l'élu, c'est le préfet en l'occurrence, donc c'est absolument pas vrai. Prenez l'exemple de la fameuse charte dont a beaucoup ri Monsieur de Courson, et j'ai ri avec lui en hémicycle, parce que Monsieur de Courson nous dit on nous présente dans la loi un espèce de texte ni fait ni à faire pour une nouvelle charte des associations pour qu'ils s'engagent. Mais en réalité, une charte, il y en a déjà une, et elle a été négociée en 2016 entre le monde associatif, l'État et les collectivités locales. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans cette loi à nouveau ? On n'y comprend rien. Karine On Bécard. n'y comprend rien. Et en dehors du marketing politique que je vois bien et qui fait le miel de la droite et de l'extrême droite, je ne vois pas en quoi cette loi va nous aider à renforcer la laïcité et va nous aider à lutter contre le terrorisme. Je ne le crois pas. Il faut qu'on avance parce qu'il est déjà très très Il tard. reste Il y a 5 minutes. une autre loi notamment qui va bientôt arriver à l'Assemblée. C'est pour réviser la Constitution pour le climat, pour introduire le mot environnement dans la Constitution, dans son article 1er. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Est-ce que vous voterez ce texte ? Cette révision constitutionnelle, Oui, le futur alors, référendum, le futur référendum qui sera non. présenté sous la forme d'un projet de loi au départ, non, au début du mois de mars. Nous ne Pourquoi voterons pas. Non, mais écoutez, ça va. Quoi, ça va Enfin, expliquez-nous. Vous protégez, vous voulez protéger D'abord, nous l'avons le déjà climat ou pas ? nous avons proposé des éléments de réforme de la Constitution en ce sens qui ont toujours été refusés par la majorité macroniste à l'Assemblée nationale. Subitement, à 1 an de la présidentielle, le président Macron se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Ah non, c'est la Convention citoyenne, là, en l'occurrence, qui propose ça. La Convention citoyenne dont le président de la République a retenu fort peu de choses. Donc c'est pourquoi je dis que le président de la République s'est piqué d'une proposition qui certes vient de cette instance, mais vous avez vu que sur les 40 propositions, il n'y a pas grand-chose qui a été retenu par le président de la République. 150, pardonnez-moi. Sur les 150 propositions, il n'y a pas grand-chose qui a été retenu par le président de la République. Et ça fait d'ailleurs partie du problème, c'est-à-dire qu'il met une instance, il les fait travailler, il leur dit merci, au revoir. Et puis ensuite, il revient avec une seule qu'il prend comme ça, qui ne coûte pas bien cher. Oui, mais si c'est un combat que vous meniez, pourquoi là pas profiter de la situation pour effectivement faire avancer les choses ? Mais parce qu'il ne faut pas nous prendre, j'allais dire... Non, allez-y. Non, Soyez libre de votre parole. Non, mais c'est pas mon vocabulaire habituel. Mais là, vraiment, j'ai vraiment envie de voter. Il ne faut pas nous prendre que pour alors des on cons. va avancer. Au sens où Non, parce qu'il reste vraiment le très peu de président temps. de la République essaie de se racheter une politique environnementale alors qu'il fait au mieux du greenwashing et en règle générale des politiques qui tournent le dos à la transition écologique nécessaire. Ouais. Donc, on n'est pas obligé de devenir des alibis dans le piège tendu, qui est un piège qui a à voir avec du marketing et non pas avec Autre de la sujet politique. important, Clémentine Autain, et nous voulions avoir votre regard sur cette question, celle de la proportionnelle, Françoise. Oui, c'est la démarche de François Bayrou qui écrit au président de la République en disant, au fond, pour mieux représenter toutes les composantes de la société française, il faudrait mettre de la proportionnelle. Et est-ce que vous seriez prête à appuyer cette proposition ? Oui, moi je suis favorable à une dose de proportionnelle. Alors, dans un cadre qui soit un cadre qui nous sorte de la Ve République. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez intéressant, à 15h sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon va justement nous parler de la Ve République voulue. C'est assez intéressant aussi de parler programme plus global, pas simplement de la proportionnelle. Mais une dose, vous la voyez comment, votre dose? En quoi elle nous sort de la 5e, la dose? Elle aide. C'est la 6e dose. C'est la on y revient 6e. toujours. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis pour davantage de proportionnel, pas la proportionnelle intégrale qui donnerait tout pouvoir aux appareils politiques. Donc une dose de proportionnelle me paraît juste. Mais ce que je souhaiterais, c'est que ce soit inscrit dans une réforme plus profonde pour une 6e République. Pour une 6e République qui n'est pas tout à fait l'état d'esprit donc, de la lettre de rendez-vous donc Bayrou. sur les réseaux à 15h en tout cas pour avoir sur les cette lumières. question-là, vous soutiendrez Bayrou un jusqu'au d'œil bout, pour finir. C'est Puisqu'on parle de ces questions-là, je pense que c'est bien de les prendre dans un ensemble plus large. Le bicentenaire de Napoléon, est-ce qu'il faut le commémorer? Cette année, écoutez, moi je vois plutôt... Votre collègue Alexis Corbière dit ce matin dans Le Parisien, la République n'a pas à célébrer son fossoyeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a parfaitement raison. Et vous voyez, c'est le porte-voix dans la loi contre le séparatisme et il fait un boulot formidable, républicain absolument, Madame Saint-Cric. Non, mais c'est pas la question. Napoléon.
Oui. Non, mais qui nous explique que la France insoumise ne serait pas républicaine. Je pense que Alexis J'ai pas dit Corbière qu'elle fait était pas honneur. républicaine. Non, mais parlons de Non, honneur. Napoléon. Parlons de Napoléon et pas ni d'Alexis Corbière ni de Nathalie. Eh ben, Napoléon, non. Par contre, c'est l'anniversaire de la commune aussi. C'est vrai, Oui. les 150 ans de Et la ça, Commune de ça, Paris. je pense que nous allons le fêter. Eh bien écoutez, merci. L'émission se termine. Clémentine Autain, bon dimanche. Merci d'avoir Merci répondu à à nos vous. questions. Merci à toutes les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe de Questions Politiques. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.